bonsoir, c'est Mariette. Donc ce soir, oui, le fil conducteur, c'est Boris Vian, comme le mois dernier. Nous sommes sur une deuxième partie, sur la suite. Alors, encore une pensée à Jean-Marc qui devait donc continuer ce duo Boris Vian avec moi. Donc, je vais essayer de mener cette rubrique toute seule. Comme une grande, voilà. On est là pour t'encourager. Merci. Donc la fois dernière, nous avions parlé un peu de Boris Vian, de sa biographie en faisant un petit tour de table. Nous avions aussi parlé, notamment Jean-Marc avait parlé de l'écume des jours avec une adaptation, cinématographique. La dernière adaptation. La dernière. Et nous avions commencé donc à parler de Boris Vian plutôt au niveau de la musique, la chanson, le jazz. On avait raconté quelques anecdotes par rapport au style qu'il pouvait utiliser, notamment la java, le tango. On avait précisé aussi que le rock français avait été un peu amené aussi par Gilles Vélan, Boris Vian, Henri Salvador. Et donc nous avions parlé... Bien avant, excuse-moi de te couper, mais effectivement c'est un rock français qui est apparu bien avant Elvis Presley. Parce que Presley c'est 1956. Et tout sur la parodie en plus de tout ça. Et donc nous avions parlé, nous étions remontés à pourquoi cette passion pour la musique, pour le jazz. Donc on était remonté un peu à l'enfance et à sa famille. La maman était déjà musicienne, les frères sont musiciens, ils faisaient des grandes fêtes chez eux avec des concerts qui ramenaient quand même 400 personnes à peu près, et que c'était aussi une période où Boris Vian inventait aussi des choses. C'était un inventeur, donc il avait créé le peignophone, un instrument de musique avec un peigne et du papier à cigarette. Et il créera la trompinette. La trompinette, voilà. Et donc nous arrivons en 1937 où Boris Vian a 17 ans. Et donc, comme on l'avait donc précisé, déjà passionné de jazz. Alors à 17 ans, il s'inscrit au Hot Club de France, présidé par Louis Armstrong et Hugues Panassier. Puis il rejoint en 1942 l'orchestre de Claude Abadie. Donc c'est la chanson que l'on vient d'entendre juste avant, Jazz Me Blues, qui est donc interprétée par l'orchestre de Claude Abadie avec Boris Vian à la trompinette, bien sûr. L'orchestre qui fera une très longue carrière sur près de 50 ans. C'est le meilleur orchestre en tout cas de jazz amateur en France de l'époque et qui sortait en plus un peu des sentiers battus. On note aussi la création en 1944 du club de jazz le New Orleans par Boris Vian même, ou encore de la chorale nommée la Petite Chorale de Saint-Germain-des-Pieds. Bon, on remarque encore là l'humour débordant, le goût du calembour, voilà, de Boris Vian. Alors une fois la guerre terminée et après le passage des Américains, le jazz envahit la capitale. C'est la fête et la vie artistique et culturelle reprend de plus belle. Mais contrairement à la légende, Boris Vian n'a pas créé Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés, symbole de l'existentialisme et des azous. Il ne fréquente ce quartier qu'en 1946 à la création de la boîte nommée le Caveau des Lorientais, où on danse le bebop et où Boris Vian joue de la trompette dans l'orchestre. Alors disons aussi qu'à cette époque, on en avait parlé aussi la fois dernière, Boris Vian soigne tous ses malheurs avec le jazz. C'est un véritable refuge. Suite au procès du livre J'irai cracher sur vos tombes. Et donc on le retrouve un peu partout, au Tabou notamment. Le jazz a été un remède extraordinaire pour lui.
On le retrouve donc un peu partout dans toutes les boîtes de jazz, au Tabou par exemple, qui est une autre boîte avec son frère, au Café de Flore, des Deux Magots, au Club du Vieux Colombier à Saint-Trope, et puis bon, tous ces avec endroits... Jean-Paul Sartre et Juliette Gréco. C'est que du beau monde, Simone de Beauvoir, Mouloudji, Jacques Prévert, Raymond Queneau et bien d'autres, bien sûr. Alors Boris Vian a aussi ses préférences en jazz. Il faut dire que c'est un véritable spécialiste du jazz. Alors il aime plutôt le jazz classique, mais cela ne l'empêchera pas dans certains conflits de défendre quand même le bebop. Il aurait préféré descendre Sartre qu'il avait écouté sa femme, mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, Boris Vian quitte le Tabou pour le club Saint-Germain-des-Prés, nettement, comment on pourrait dire, nettement plus select que le Tabou, et où il accueille Charlie Parker, Miles Davis ou Duke Ellington. Alors pour les experts en jazz, à quoi ça ressemblait quand Boris Vian jouait de la trompinette? Est-ce qu'il avait un style? Alors on pourrait dire que oui. Il a d'abord commencé à jouer comme le romantique Bix Beiderbecke, avec, alors pour vous expliquer, c'est avec l'embouchure de la trompette au coin des lèvres. Et puis par la suite, il s'est plutôt inspiré de Rex Stewart. Alors ça, c'était juste une parenthèse pour le plaisir des connaisseurs. Voilà. Bix, c'est un des fondateurs du jazz. Hein. Alors je vais vous laisser encore écouter une autre chanson qui s'appelle Monsieur le Jazz, donc parole de Boris Vian, mais interprétée par Lambert Wilson. Tout le monde était triste. Tout le monde était triste et voilà que tu es entré. Les yeux se sont allumés. Chacun s'est levé, la soirée commence. On s'embêtait fermé, voilà que tu as chanté. Les couples se sont formés. On s'est enlacé, oh place à la danse. Alors comme nous l'a expliqué Alain le mois dernier, Boris Vian avait aussi une santé fragile et il va malheureusement être obligé d'arrêter de jouer de la trompinette. Mais son refuge dans le jazz va continuer, mais bon, disons sous une autre forme, sous la forme de l'écriture pour le jazz. Il va écrire d'ailleurs frénétiquement pour le jazz. Outre des articles de presse pour le magazine Jazz Hot, il anime aussi une série d'émissions de jazz pour la station de radio américaine WNU. Alors les textes de ces émissions pour la station donc de radio américaine, ni Radio France ni la station n'ont gardé de traces audio, en tout cas de traces radiophoniques, et ces textes d'émissions ont eux en revanche été publiés chez Fayard en 1986 sous le nom de Jazz in Paris. Alors voici ce qu'il écrivait par exemple dans le Jazz Hot, dans ce magazine. L'intérêt que le public français prend parfois aux chansons américaines vient souvent de ce qu'il ne comprend pas les paroles. D'accord. Toujours le sens bien critique des choses. Ça pourrait s'appliquer aussi pour quelques années plus tard. Hein. Oui. Alors, ou encore, les musiciens qui se fabriquent des théories pour les illustrer ensuite sont généralement aussi emmerdants que les écrivains à thèse. Oui. Pas mal non plus. Alors, la vie de Boris Vian est vraiment particulière. Il naît, mais il a une santé fragile. Il écrit des romans, mais il se retrouve sur les tribunaux. Il joue de la trompinette pour se soulager, mais pour des problèmes de santé, problèmes de cœur, il doit arrêter. Il va trouver aussi, en plus du jazz, enfin de l'écriture du jazz, un autre refuge, la chanson. Alors peut-être que toute cette vie assez particulière lui a inspiré la chanson « Je voudrais pas crever », chantée par Pierre Brasseur.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nu dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent aux nids truffés de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les 4 saisons ne sont vraiment que 4, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards. Alors je corrige, chanter, c'est pas chanter, c'est dit voilà, par Pierre Brasseur et avec beaucoup de talent. Et elle a été remarquablement chantée par Serge Reggiani. Aussi. Alors Boris Vian, dans sa période donc de création de poèmes et de chansons, il monte sur scène aux Trois Baudets en 1955 et il va chanter et dire ses titres les plus célèbres. Alors son arrangeur et accompagnateur se nomme Alain Goraguet. Et alors le succès va être mitigé quand même. Le public s'attend pas forcément à ce genre de chansons. Et un succès mitigé, mais il va avoir la chance aussi d'avoir dans les spectateurs Brassens et Ferré, donc qui sont dans la salle et qui eux vont aimer. Et il y a le Canard enchaîné aussi qui est présent. Et le Canard enchaîné lui fait un éloge pour la Java des bombes atomiques. Alors, chanté par Reggiani, hein, bien sûr. Alors, le succès suite à la scène... Excuse-moi de te couper 30 secondes, puisque tu viens de parler de Serge Reggiani. Ouais. Bon, il y a eu de nombreux albums de Serge Reggiani où ont été interprétées des chansons de Boris Vian. Le Déserteur, notamment. Oui. Ouais. Déserteur. C'était pas tellement à ça que je pensais, effectivement, le Déserteur. Mais je voulais évoquer l'enregistrement des chansons de Boris Vian chantées par Serge Reggiani chez Jacques Canetti. Et qui a été un des premiers albums de Reggiani, et dans lequel il y a des interprétations fabuleuses, notamment Je bois, qu'on pourra peut-être écouter un autre jour. Voilà, c'était juste pour rappeler cet album aux amateurs de Reggiani et de Boris Vian. C'est vraiment un disque qu'il faut écouter. Merci. Alors ce succès de la scène, suite à la scène des Trois Baudets en 1955, le succès ça va vite retomber. Comme toujours, hein, dans la vie de Boris Vian, il y a toujours des bâtons dans les roues qui viennent s'installer. Il n'arrive jamais à aller au bout des choses. C'est-à-dire qu'il y a une chanson donc nommée Le Déserteur qui va causer aussi des problèmes. Parce que bon, c'est une chanson pacifiste, certes contre la guerre d'Indochine, mais dont le dernier quatrain est perçu comme menaçant. Et puis va s'en suivre la censure de son album nommé Chansons possibles et impossibles, donc censure en 1958 au moment de la guerre d'Algérie. Oui, le Déserteur arrive à une époque où il y a des troubles en Algérie, la guerre d'Indochine, et elle est vraiment perçue comme une chanson antimilitariste. En plus, donc il va être assez malmené d'ailleurs sur ses tours de chant par les combattants, les anciens combattants et autres. Donc on n'aura plus très souvent l'occasion de voir Vian sur scène, et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'il se fera plutôt interpréter. Alors il aura de nombreux interprètes, René Lebas, Philippe Clé, Suzy Delair, Michel Deray, Magali Noël et Mouloudji, qui changera lui en revanche le dernier quatrain du Déserteur. Et il va aussi pouvoir rentrer par tous ces interprètes, rentrer aussi comme auteur à la SACEM, seulement à ce moment-là. Le dernier quatrain, tu l'as noté Non, mais bon, en tête, la fin se termine où, en gros, il y a les gendarmes qui sont là. Attends, il me semble que c'est prévenez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je sais tirer. Voilà. Je peux tirer. Donc ça, c'est la première version. Et la deuxième version, il n'a pas de fusil et les gendarmes peuvent tirer. Prévenez aux gendarmes qu'ils pourront tirer. Voilà, ce qui est complètement différent. C'est beaucoup plus subtil d'ailleurs. Oui. Voilà. Alors, on va se faire le plaisir d'écouter Le Déserteur chanté par Boris Vian. Alors, dans la même veine, parce que là, en fait, on vient d'écouter la Java des bombes atomiques, on vient d'écouter Le Déserteur, on est dans cette veine, voilà, un peu antimilitariste et autres. Et j'avais envie aussi de vous faire écouter une chanson un peu moins connue,
qui s'appelle Le Petit Commerce. Et là, en fait, on est dans l'histoire d'un gars qui n'arrive pas à faire du commerce. Il essaye de vendre plusieurs trucs, mais ça marche pas. Ça marche pas jusqu'au jour où il trouve enfin. Et d'ailleurs, depuis ce jour-là, il roule en Cadillac dans les rues. Et ce qu'il a trouvé, c'est quelque chose qui trouve vraiment acheteur. Je vous laisse écouter. Allez, une chanson qui fait un peu froid dans le dos quand même. Ouais, elle est très actuelle. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où Vian la chante, la compose et la chante, on est dans l'après-Hiroshima. Et donc on est dans une période de guerre froide qui va durer plus de 50 ans. Et où, pendant des dizaines d'années, les gens vont avoir peur que les bombes leur tombent sur la tête, un conflit nucléaire éclate entre les États-Unis et l'URSS de l'époque, sans parler de tous les conflits armés qu'il y avait à cette époque. Donc on parlait tout à l'heure de l'Indochine, il y aura l'Algérie. Et donc l'histoire des canons, la Java des bombes atomiques, correspond aussi à une préoccupation dans la population française. Et puis dans un certain mouvement antimilitariste et pacifiste qui trouvera son épanouissement en mai 68 après. Alors pour revenir à la chanson de Vian, à tous ces problèmes donc liés aux déserteurs et à son antimilitarisme, tout cela va lui donner une raison de plus à se réfugier dans le jazz. Il va revenir aux sources à nouveau suite à cette histoire au jazz. Et ça tombe bien, parce que les disques Philips lui proposent de diriger une petite collection de jazz. Le Canard enchaîné aussi, à ce moment-là, l'embauche. Et son premier article au Canard enchaîné sort en octobre 1958 et il s'intitule « Public de la chanson permet qu'on t'engueule ». Un titre bien laborisant. Tout à fait. Il y défend en fait... Il aurait beaucoup aimé Coluche. Oui, je crois. Des proches aussi. Enfin voilà, je crois qu'on est dans la même veine encore. Oui, on est dans la même veine. Il y défend en fait dans cet article le nouveau disque de Brassens qui a du mal à se faire entendre. Et c'est pour ça qu'il engueule donc le public. Son deuxième article est consacré au lancement de Serge Gainsbourg avec un éloge au Poinçonneur des Lilas. Il écrit aussi en 1958 En avant la zizik et par ici les gros sous. Il écrit aussi un livret d'opéra. Je crois que c'est aussi à cette époque-là, tu m'avais expliqué qu'il avait écrit le dernier jour de l'Empire ou quelque chose. Les bâtisseurs d'Empire. Les bâtisseurs d'Empire. Une pièce de théâtre. Voilà, une pièce de théâtre. Oui. Il a écrit aussi Chronique de jazz, paru aux éditions 10-18 et que j'ai lu donc pour vous, chers auditeurs. Alors ce sont essentiellement des textes qu'il a écrits pour la revue Jazz Hot de 1947 à 1958. Et ce livre représente sans doute l'histoire jazziste des années 40 et 50, rédigée au jour le jour. Qui a été collecté par Christian Bourgois, qui les publiera dans les années 65, 66, et ensuite en livre de poche 18. Alors ces chroniques sont pleines de fraîcheur, aiguës, vibrantes et meurtrières comme des flèches. Alors, pour vous lire rapidement la petite introduction de Chroniques de jazz, donc je suis à la page 14 de l'édition. On va aborder tous les thèmes du livre. La revue de presse avait le jazz pour sujet, mais aussi pour prétexte. Elle était une occasion de parler de tout, et en premier lieu de certains mauvais côtés de l'Amérique, évidemment. Du show business, de la culture piétinée, du public fourvoyé, du mauvais goût, de la variété sirupeuse, des fausses gloires, du dur métier de musicien, des illusions de la drogue, de l'hypocrisie puritaine, de l'oncle thomisme, de l'impunité des assassins, de la ségrégation surtout, dont Boris Vian, il faut le rappeler, est membre de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et qui n'a cessé donc de flétrir l'image hideuse. Alors par rapport au thème du racisme, par exemple, en Amérique,
Il va écrire cette chronique de février 1948. Je vous lis. Le président du comité local de censure, l'honorable citoyen Lloyd T. Binford, ou Binford, je ne sais pas comment on le dit, a fait interdire sur les écrans de la bonne ville de Memphis le film New Orleans, à cause de la place trop importante accordée à Louis Armstrong dans la distribution. Si monsieur Binford avait interdit ce film pour la raison qu'il nous montre surtout l'exploitation éhontée des Noirs par les Blancs, nous n'aurions rien dit. Mais avouez que le prétexte original est assez gratiné. En outre, tous les passages dans divers films où l'on entrevoit King Coyle, Pearl Bailey, Lena Horne et d'autres Noirs sont coupés. Et le film Curley est interdit parce qu'on y voit des enfants blancs jouer avec les Noirs. On trouve aussi des chroniques sur le progrès dans le monde du disque. Par exemple, page 19-20, c'est une chronique de septembre 1948. Donc, voici. Et nous voici à Downbeat, de l'autre côté de l'eau. C'est fou ce que ce journal est peut-être creux quelquefois. Une nouvelle technique. La firme Columbia lance le disque de longue durée à micro-sillon. Disque de 30 cm 45 minutes, de 25 cm 27 minutes. En vinylite incassable. Bon sang, je voudrais bien qu'on se décide à enregistrer enfin un peu de Duck Ellington sans coupure. Même page, monsieur Paul-Édouard Miller proteste contre la vente des disques en album. On vous colle 6 faces ignobles pour de bonnes. Chez nous, monsieur Miller, on faisait ça avec le rutabaga pendant l'occupation. Pour avoir un poireau, il fallait prendre 1 kilo de rutabaga. C'est la vie. Et on continue toujours donc sur le progrès dans le monde de la musique. Enfin, pour lui, si on peut dire, le progrès ou pas le progrès. Page 21, chronique de novembre 1948. Cette revue de presse n'est pas sérieuse. Voilà qu'il est par contre. Les joueurs d'harmonica sont admis à faire partie de l'union des musiciens. Avis aux détracteurs de cet instrument horrible. Pourquoi pas le siffler là-dessous ? Faut savoir en jouer, pas vrai ? Bon là c'est pas très... On a le sens critique de Boris Vian qui fait pas forcément toujours plaisir à tout le monde. Surtout aux joueurs d'harmonica. Là, oui, c'est ça, concerné. Alors toujours, alors là sur le non-progrès, au niveau du monde du disque, alors nous là on passe à la page 24-26 et là c'est une chronique de mars 1949. Il se passe dans divers domaines des choses absolument inacceptables et l'on aimerait pouvoir y remédier. Voici, je crois, une entrée en matière qui peut resservir plusieurs fois. Utilisons-la d'abord pour le cinéma. Un de mes amis m'affirme que le négatif de Frankenstein, donc le premier de la série, le plus célèbre des films d'horreur, le plus ancien et le premier, oui, a été détruit par la firme productrice, car on n'envisage pas l'exploitation des bandes de plus de 15 ans d'âge. Eh bien, c'est un crime, naturellement. Même si ça vieillit, cela présente un intérêt historique, si l'on est d'accord, et je crois que cela ne se discute plus guère, pour considérer le 7e art comme un art. Dans le domaine de la musique enregistrée, je citerai un exemple analogue. Les matrices des V-disques produits par les États-Unis pour les troupes américaines et qui contiennent quelques faces de jazz proprement exceptionnelles sont également détruites par ordre après usage. Et dans les firmes privées, il se produit régulièrement une épuration des catalogues successifs qui réduit de jour en jour le contingent disponible. Va-t-on continuer longtemps à tolérer ce scandale, comme disent les tribuns ? Si l'imprimeur de Rabelais avait détruit ses plombs sans retour, le mal serait beaucoup moins grand, mais dans le cas du livre, on est sauvé par l'existence du domaine public. Au contraire, que la maison Brunswick décide de balancer les matrices d'Ellington qu'elle possède, et nous n'y pouvons rien, il reste bien sûr la solution de retrouver un exemplaire en bon état et de faire une copie clandestine, mais elle sera moins bonne que l'original, et ainsi de suite, phénomène qui ne se produit pas dans le cas du livre.
Deux questions se posent donc. Comment se fait-il que le système du dépôt légal ne soit pas institué pour le disque ? Au bout d'un temps donné, si une marque ne presse plus une matrice qui se trouvait à son catalogue, pourquoi n'aurait-on pas le droit de la presser d'après un duplicata déposé à cette même institution dont nous parlons sous réserve au besoin de verser les redevances normales aux ayants droit ? Il semble anormal si, comme dans le cas des films évoqués plus haut, il s'agit réellement d'œuvres d'art, ce que nous sommes quelques-uns à croire. Il semble anormal, disais-je, que l'on puisse disposer en toute liberté du patrimoine artistique mondial sous prétexte que l'on vendra mieux de l'Yvonne Blanc que du Kino Oliver et que les vieilles matrices encombrent les réserves. À quand la phonothèque nationale et l'autorisation de reproduire si le producteur se dérobe ? C'était avant la fondation de l'INA. Mais heureusement, pour une fois, il a été écouté. Alors, je vais vous laisser sur cette deuxième partie de Boris Vian. On continuera d'en parler le mois prochain. On a prévu d'en parler le mois prochain, oui. Et on finira sur cette chanson, donc, après le progrès, le non-progrès, toutes ces complaintes, et bien par la complainte du progrès.